Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Anne-Laure Chatin, je suis kinésithérapeute depuis 2006. J'ai actuellement une activité en tant que kiné en libéral sur Lyon avec une patientèle quasiment exclusivement neuro, enfin plus de 90% neuro. Je travaille également en tant qu'enseignant. Je fais des vacations d'enseignement au niveau de l'IFMK d'Évreux et de l'IFMK de Lyon. Je suis également formateur en formation continue, enfin formatrice en formation continue. J'ai également une activité de recherche, développement et formation avec la société Aliane et je suis membre de la SFP. Voilà pour les différents points. Donc le thème du webinaire de ce soir, c'est spasticité, quelle prise en charge. On part sur à peu près 30 minutes de présentation. Je prendrai le temps de répondre aux questions plutôt à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat ou au niveau des questions, tout simplement. Donc, sur la spasticité. Donc, en termes de rappel, donc la spasticité, c'est un désordre moteur qui est caractérisé par une augmentation vitesse dépendante du réflexe tonique d'étirement et par une augmentation des réflexes ostéotendineux. C'est-à-dire que concrètement, en fait, ce réflexe tonique d'étirement, c'est quelque chose qui est naturellement présent dans le corps humain et qui se retrouve quand, par exemple, vous avez quelqu'un qui vous tire fortement sur le bras ou vous allez contracter de manière totalement réflexe, de manière à limiter cet étirement sur le bras et surtout éviter que la personne vous luxe l'articulation. Donc c'est quelque chose qui à la base est totalement normal, ce réflexe tonique d'étirement. Simplement, dans le cadre d'une atteinte dans un syndrome pyramidal, on a une exagération de ce réflexe d'étirement avec du coup voilà, une modification qui se manifeste sous forme de spasticité, c'est le nom qui est donné, et qu'on retrouve globalement chez 40% des patients ensuite d'accidents vasculaires cérébraux et dans 85,5% des patients qui sont atteints de sclérose en plaques. C'est le seul symptôme du syndrome pyramidal pour ce type d'atteinte pour lequel les équipes soignantes peuvent proposer une thérapeutique dont l'objectif est en général d'améliorer le pronostic et la qualité de vie des patients. D'un point de vue physiologie, comment est-ce que la spasticité en fait se crée? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on a ce phénomène de spasticité? Donc, c'est la conséquence de 3 actions neuromotrices qui vont être à la fois l'hyperexcitabilité du réflexe métatique médulaire, l'interruption des voies descendantes modulatrices de l'excitabilité du système pyramidal et en parallèle la réorganisation des circuits médulaires par plasticité neuronale. Donc, si on regarde un petit peu au niveau des contrôles descendants, au niveau des contrôles descendants, on a la voie pyramidale d'un côté, et puis sur la voie non pyramidale, on a une voie qui est dite inhibitrice, qui va inhiber au niveau segmentaire les réflexes d'étirement et de flexion. En parallèle, on a une voie qui est excitatrice, qui, elle, va faciliter le tonus des extenseurs et les réflexes d'étirement aussi. Et en fait, ces deux voies-là, il y a un déséquilibre en fait sur ce contrôle descendant entre les influences facilitatrices et les influences excitatrices. En parallèle, on a cette notion d'hyperexcitabilité, surtout sur le réflexe myotatique médulaire. C'est-à-dire que dans le réflexe d'étirement, on a 2 composantes. On a une composante qui est dite phasique, qui correspond à une vitesse d'allongement musculaire, et on a une composante qui est tonique, qui est, elle, maintenue pendant toute la durée d'allongement. Donc, quand le muscle s'étire, il va s'adapter à la vitesse d'allongement du muscle et en même temps, il va maintenir un minimum de tonus pendant toute cette durée d'allongement. Quand il y a, ce sont les récepteurs donc proprioceptifs qui vont détecter en fait au niveau des fuseaux neuromusculaires ces composantes d'allongement, d'étirement du muscle, de manière à laisser le fuseau neuromusculaire qui est, hop, le petit pointeur, là, hop, là, voilà,
le fuseau neuromusculaire qui est ici, d'accord. Allez, du coup, donc il détecte lui l'étirement et derrière il y a du coup toutes les informations par les fibres afférentes ici qui vont arriver au niveau de la corne de la moelle et qui vont permettre de réajuster en fait les tensions au niveau des tendons et au niveau du muscle directement. On a en parallèle une cellule qui s'appelle la cellule Neuron-Shaw qui va, elle, exercer une inhibition récurrente sur le motoneurone de manière à limiter l'emballement de tout ce système-là. Et ajouté à ça, on a toujours le phénomène de co-contraction, de contraction entre agoniste et antagoniste qui permet le maintien de la posture. Ça, c'est ce qui se passe naturellement. Dans la spasticité, tout ce phénomène de modulation entre agoniste et antagoniste est complètement bloqué par un défaut de contrôle de l'inhibition réciproque, c'est-à-dire par un défaut de contrôle à ce niveau-là. Et du coup, on a une co-contraction qui va empêcher le mouvement volontaire. Donc, donc cette spasticité, elle est dite comme le critère clinique de référence qui permet de quantifier l'hyperexcitabilité du motoneurone. Alors, il existe aussi une spasticité, une hyperactivité de l'arc réflexe myotatique qui fait partie des phénomènes spastiques sans avoir de mouvement d'étirement du muscle. C'est le cas des dystonies spastiques, des contractions spastiques parasites qui vont gêner de la motricité fine, des réflexes spastiques et qu'on a également lors de stimulation cutanée, émotionnelle ou viscérale. Mais du coup, là, il n'y a pas de contraction musculaire directement des muscles. Donc, comment est-ce qu'on la quantifie? Comment est-ce qu'on arrive à... Donc, en fait, on va quantifier un symptôme qui va permettre, qui indirectement va donner une idée de cette hyperréactivité de l'arc réflexe myotatique. On a deux grandes échelles qui sont reconnues et qui sont validées. On a d'un côté l'échelle d'Ashworth et d'Ashworth modifiée. C'est plutôt l'Ashworth modifiée qui est utilisée, qui est donc une échelle de 0 à 4. 0, on est sur un tonus qui est dit normal, avec 4, une hypertonie majeure, avec un mouvement passif qui est quasiment impossible. Et une autre échelle qui est l'échelle de L d'Etardieu qui va reprendre, pareil, ces évaluations de 0 à 4, mais plutôt avec les notions de ressaut et de clonus épuisable ou pas, et surtout qui va quantifier la vitesse à laquelle on a l'apparition de la réaction musculaire et surtout l'angle d'apparition de la réaction musculaire en question. Donc là, pour le coup, on est sur une quantification lors d'un mouvement d'étirement. On cherche à étirer le muscle et on voit derrière s'il y a une réaction dite spastique qui va être quantifiée par l'une ou l'autre de ces échelles. En termes d'évolution, Roland, Sultana et Mesure également, Sultana et Mesure ont décrit 7 stades de récupération de l'hémiplégique. Ça a été décrit déjà il y a quelques années, en 1994, avec un premier stade, stade 1, qui parle, donc là je vous parle de l'hémiplégique, mais vous allez voir qu'indirectement sur les autres pathologies neurologiques, la spasticité en soi n'évolue pas de la même manière, on est bien d'accord, mais cette notion spastique reste quand même bien présente et surtout la réflexion qui découle de ces différents stades d'évolution de l'hémiplégique par rapport à la spasticité va être intéressante pour les autres pathologies également. Donc, stade 1, dans les 7 stades de récupération de l'hémiplégique, qui est dit flasque, avec une absence de mouvement volontaire et réflexe. Donc, cette phase de flaccidité, donc là, c'est vraiment le tonus, c'est pas un tonus dit normal, c'est tonus tout mou. Elle est présente systématiquement de quelques heures à quelques jours, à quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Stade 2, c'est quand la spasticité apparaît. Et là, en fait, j'ai envie de dire que tout est déjà dit. C'est-à-dire, stade 2, la spasticité apparaît. Ça signifie que
Dans ces 7 stades de récupération hémiplégique, l'apparition de la spasticité est le premier signe d'une récupération motrice. Donc cette spasticité, certes, d'une récupération motrice anarchique, spastique, mais c'est le premier signe d'une récupération motrice qui est décrite là dans le stade 2 et avec du coup des mouvements plutôt qui vont être en triple flexion-extension à titre de réflexe, potentiellement en lien avec des réflexes nociceptifs. Et du coup, vous voyez qu'on est vraiment triple flexion-extension, on est ce que j'appelle dans un plan qui est uniquement sagittal. Stade 3 est décrit avec une spasticité qui est dite au maximum, avec des mouvements de triple flexion-extension toujours, mais cette fois-ci qui vont être volontaires. Stade 4, on a une diminution de la spasticité, et surtout une apparition de quelques mouvements volontaires hors de ces schémas globaux, et du coup autres que dans le plan sagittal, avec entre autres des mouvements plutôt dans le plan d'abduction, dans le plan frontal. Stade 5, diminution encore de la spasticité, de plus en plus de mouvements dits hors syncinésie. Donc syncinésie, ce sont les mouvements entre autres de triple flexion, triple extension. Donc là où on commence à dissocier, à avoir de la flexion de poignet sans avoir de la flexion de coude, vraiment à dissocier un petit peu les différentes articulations. Stade 6, spasticité quasiment nulle, mouvement dissocié, plainte plutôt sur de la lenteur, maladresse. Stade 7, mouvements normaux. Il est très clair que dans les suites d'un AVC, tous les patients ne vont pas forcément évoluer jusqu'au stade numéro 7. Il y en a certains qui vont aller à différents stades. L'objectif justement de la rééducation va essayer de les faire avancer là-dessus. Par rapport à la spasticité, là, ce qu'on voit dans ces différents stades, c'est que en fait, elle va fluctuer au fur et à mesure de la rééducation. Et je pense que l'objectif ici est avant tout de pousser la rééducation de manière à ce que le seuil de spasticité apparaisse le plus tardivement possible. C'est-à-dire qu'au début, le patient potentiellement va se retrouver sur un schéma spastique rien que quand il éternue. Et l'objectif, ça va être de repousser ce seuil d'apparition de spasticité seulement, par exemple, sur une marche, 200 mètres de marche, avec potentiellement spasticité du coup qui va persister uniquement à l'effort. Donc voilà, c'est vraiment de pousser en termes de rééducation, c'est-à-dire que quand une spasticité apparaît, elle ne justifie pas un arrêt de la prise en charge de l'exercice qui est fait à ce moment-là. Là où il va y avoir une réflexion sur une adaptation des exercices à faire, c'est si cette spasticité va perdurer dans le temps sur un niveau élevé et ou si la spasticité est douloureuse. Donc les conséquences de cette spasticité sont multiples. Il y a des conséquences qui sont dites bénéfiques, puisque la spasticité peut être parfois utile. Donc comme je vous l'ai dit, on voit dans les différents stades, c'est qu'elle est potentiellement décrite dans les études d'AVC comme le premier signe d'apparition d'une ébauche de motricité, et que du coup cette hypertonicité musculaire peut être parfois la seule capacité motrice mobilisable pour assurer un maintien postural et pour permettre une augmentation de tonus. C'est-à-dire par exemple une spasticité de quadriceps permet d'obtenir un verrouillage du genou et donc une station debout, un peu comme en maintenant une certaine forme de raideur dans le membre inférieur. On a également la notion de signal sensoriel, puisque la spasticité présente une grande variabilité dans son intensité et elle peut se majorer, par exemple, en cas d'épine irritative. Donc les épines irritatives, ce sont par exemple des atteintes sur le plan cutané, type escarre, viscéral, type globe vésical, la présence d'infections. Et elle va être en fait un espèce de signal d'alerte du corps à prendre en compte, surtout dans le cadre de patients qui ont une atteinte sensitive et qui du coup ne perçoivent pas forcément un point d'appui, ne perçoivent pas forcément une escarre, mais par contre vont avoir une augmentation importante de spasticité. Et là, il va falloir chercher donc je parle bien d'augmentation importante, rapide et qui persiste en dehors de tout état émotionnel d'agacement, d'énervement. Les conséquences, on va dire, défavorables vont être que cette spasticité se manifeste souvent par une raideur musculaire, des spasmes, des trépidations,
et que dans la durée, le muscle spastique, qui est soumis du coup en permanence à cet état de contraction musculaire, sans être étiré, a tendance à se rétracter et créer une raideur articulaire qui va être assez ciblée sur l'articulation concernée, bien sûr, et qui peut aller jusqu'à l'ankylose de tout le membre. L'impossibilité de lutter contre cette hypertonie et de mobiliser l'articulation, le membre ankylosé va favoriser du coup l'augmentation de la pression et des points d'appui et du nombre de zones qui vont être en contact en termes de points d'appui. En contact dit anormal, donc la malléole externe, par exemple au niveau membre inférieur, la tête du péroné, le grand trochanter, le coude, le poignet. Ces zones anormales de contact, de points d'appui peuvent être à l'origine du coup de douleurs, d'escarres, de rétraction musculaire et tendineuses qui vont se majorer et de déformations articulaires. Dans les déformations articulaires, on a par exemple le pied équin, le pied varus équin pour une spasticité forte du triceps sural qui va vraiment emmener votre pied en pointe de pied. Et puis on peut avoir au niveau du membre supérieur un enraidissement en rotation interne, adduction d'épaule, flexion de coude, poignet, doigt, pronation. Il y a un retentissement fonctionnel à cette spasticité. Quand on est sur une spasticité dite modérée, le retentissement fonctionnel concerne plutôt des actions motrices et des activités de la vie quotidienne où il y a effectivement un manque de finesse, d'ajustement, de précision, et où du coup chaque action motrice va être une lutte contre la spasticité, contre le muscle spastique, et avec une augmentation de la fatigabilité et une baisse de l'efficacité des muscles qui doivent travailler dans l'action qu'on cherche à faire. Donc, c'est-à-dire par exemple sur une spasticité du membre supérieur, donc membre supérieur là, est très souvent spastique en flexion, adduction, rotation interne, pronation. Donc la perte d'autonomie qui en résulte va concerner tout ce qui concerne l'alimentation, la toilette, l'habillage. Et la spasticité du membre inférieur, elle, est souvent concernée sur plutôt l'extension, adduction, rotation interne également. Et à ce moment-là, ça peut perturber effectivement sur le schéma de marche, sur la position assise, la position au lit. Et je vous ai dit, quand on a un pied varus équin, quand le pied part complètement avec une rétraction articulaire vraie, la mise debout devient problématique puisqu'on se retrouve avec une mise debout en pointe de pied. En parallèle de ça, l'OMS a qualifié les pathologies responsables de spasticité comme des maladies chroniques. L'INPES, en parallèle, note que les personnes qui déclarent avoir une maladie chronique ont des scores de santé physique et mentale qui sont plus faibles que les autres, avec un score d'anxiété et de dépression qui est dit plus élevé. Donc, c'est pour ça qu'on peut derrière faire le lien sur des répercussions sur la qualité de vie, avec effectivement des différences significatives qui ont été constatées à la fois sur le plan clinique et statistique de répercussions négatives sur la qualité de vie et la santé entre les patients qui étaient atteints des suites d'un AVC avec séquelles de spasticité et ceux qui ont une suite d'AVC sans séquelles de spasticité. Là, je parle uniquement de la spasticité, je ne parle pas de la facilité de l'état flasque. D'accord ? Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer une prise en charge relativement précoce de manière à améliorer aussi cette qualité de vie. Sachant que le but n'est pas tant de lutter contre la spasticité, elle est plutôt de réguler, on va dire, le phénomène spastique, de manière à potentiellement en utiliser les effets bénéfiques quand il y en a qui peuvent être intéressants. Et surtout, par rapport à ces différentes phases, de chercher à repousser le seuil d'apparition de spasticité, puisque de toute façon, elle est là. Donc, en fait, c'est entre guillemets faire avec pour repousser ce seuil d'apparition le plus loin possible. Alors, les freins à la rééducation, bien sûr, dépendent du site de la lésion neurologique, de l'âge de la survenue de l'AVC, du délai de la prise en charge au niveau des urgences. Est-ce qu'il y a eu possibilité d'une thrombolyse, par exemple, si on est sur un AVC ischémique ou pas. Un autre frein qui est également présent dans la rééducation, c'est cette notion d'inhibition motrice. C'est-à-dire, c'est la inhibition motrice, c'est la mise en réserve des capacités motrices suite à un traumatisme. C'est un mécanisme à la base qui est totalement naturel, physiologique. C'est un phénomène d'anesthésie, d'arrêt de toute action motrice
suite à un stress intense, un traumatisme physique et potentiellement psychologique qu'on retrouve aussi. Et en même temps, cette inhibition motrice, elle est en permanence présente, puisque vous avez vu que sur le schéma de la motricité, on a ce phénomène d'inhibition de certains muscles de manière à permettre un ajustement moteur. Donc c'est un phénomène qui à la base est naturel, qui permet la survie, on va dire, en situation de stress, qui permet le réajustement moteur, sauf qu'il y a des fois, on a un enrayement de cette inhibition motrice. Donc, qu'est-ce que ça produit, cette inhibition motrice, en termes de répercussions? L'inhibition motrice, on va dire, normale, permet justement l'ajustement moteur, c'est ce que je vous ai dit. Et puis, une inhibition motrice dite pathologique va entraîner un enchaînement dysfonctionnel, un nouveau schéma moteur qui va être plutôt adaptatif, va également perturber la qualité de la contraction musculaire. Et cette inhibition, on va dire, distale, cette inhibition d'action musculaire, va créer un effacement de la représentation corticale de l'image motrice correspondante. Et en fait, dans la spasticité, ce phénomène d'enrayement, désactivation musculaire et d'enrayement de la boucle, j'ai perdu mon mot, du réflexe mutatique, pardon, fait que derrière, on va avoir certains muscles qui vont être inhibés, entre autres les antagonistes, de fait de la lésion musculaire, certes, du fait de la conduction neurologique, et puis en parallèle, du fait de cette inhibition par défaut d'activation de la commande musculaire. Donc, sur cette notion d'inhibition motrice, on a un neuropsychiatre et psychanalyste qui, entre autres, a contribué à l'émergence de la psychomotricité, qui émet l'hypothèse comme quoi le désordre moteur ne serait pas que d'origine déficitaire, c'est-à-dire d'origine uniquement périphérique, mais qui proviendrait d'un dysfonctionnement de la réalisation motrice, c'est-à-dire de la commande motrice. Donc, ça permet éventuellement de penser que cette inhibition motrice serait plutôt au niveau à la base de la conception de la commande motrice et pas forcément que sur un défaut d'activation périphérique, un défaut de contraction musculaire pure. Donc, on a un peu deux hypothèses, on va dire, concernant l'origine de cette inhibition motrice. Une vision qui est dite plus distale, périphérique, avec une modification des informations qui vont être fournies par les récepteurs sensoriels, par différents facteurs, et du coup il y a un défaut de retour proprioceptif sur la partie centrale. Et puis à l'inverse, on a une vision plus proximale, plus centrale au niveau du cortex moteur et des voies descendantes, avec une notion de filtre au niveau des ganglions de la base qui vont empêcher l'exécution du mouvement. Et c'est indirectement ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans les lésions neurologiques centrales. Donc, qu'est-ce qui permet de récupérer, entre autres en neurologie, mais d'une manière plus large, mais qu'est-ce qui fait que dans les suites d'un AVC, par exemple, on a des possibilités de récupération malgré la lésion neurologique mise en place? C'est la notion de plasticité. Dans la plasticité, on a deux versants qui sont à la fois la création, renforcement de nouvelles connexions de nouveaux neurones, et en même temps la disparition de cellules par inutilisation et non-sollicitation. C'est-à-dire que là, par exemple, donc cette notion de disparition de cellules par inutilisation non-sollicitation, c'est ce qui a été montré sur le plan cortical chez les personnes qui subissent une amputation d'une partie d'un membre, et où en fait, ils se sont rendus compte que suite à cette amputation, la représentation corticale, au fur et à mesure, avait tendance à disparaître, et que toutes les cellules concernées par cette zone du membre amputé finissaient par disparaître par inutilisation et non-sollicitation, et que derrière, il y avait un envahissement des zones périphériques qui derrière va créer une création, renforcement de nouvelles connexions et de nouveaux neurones. Dans cette plasticité, on a deux types de modulation, on va dire, de la plasticité. D'un côté, la plasticité dite activité dépendante, c'est-à-dire c'est le fait de faire
de l'exercice encore, qui va permettre de renforcer justement ces connexions synaptiques et de derrière développer le réseau et de jouer là-dessus, donc c'est-à-dire le fait de bouger, qui est dans le cas de moteur, hein, qui va créer effectivement plasticité, activité dépendante. Et puis on a la plasticité qui est dite de compensation spontanée, c'est-à-dire celle qui va se mettre automatiquement en place dans les suites d'un traumatisme. Donc compensation spontanée, c'est hors activité, hein, dans les suites d'un traumatisme d'une chirurgie, donc un traumatisme que ce soit neurologique ou musculo-squelettique, avec une réorganisation spontanée et intervention justement des voies polysynaptiques cortico-réticulo-spinales. Là, l'objectif, c'est que cette plasticité de compensation spontanée, l'idée, ça va être de l'aiguiller de manière à ce qu'elle aille plutôt dans un sens qui soit, on va dire, avec un intérêt fonctionnel en tout cas, voire même affiné, donc potentiellement limiter la boiterie par exemple, de manière à recréer, réajuster, corriger éventuellement le mouvement. Et pour ça, si le mouvement qui s'est mis en place est délétère, l'idéal va être de désapprendre pour réapprendre un nouveau mouvement. Alors la notion de commande motrice et proprioception, on en a déjà un petit peu parlé. Le fait qu'il y ait dans l'inhibition motrice, en tout cas, cette notion entre le distal et le proximal, le fait qu'il y ait en permanence ce lien, ce retour d'information, le fait que derrière, sur les tout premiers schémas que je vous ai montrés au niveau des coupes de moelle épinière et jonction avec le muscle, le fait qu'il y ait en permanence cette action, rétroaction entre, par exemple, l'étirement dans le cadre de la spasticité, l'étirement d'un muscle, et puis cette boucle derrière qui va réajuster, et là, en l'occurrence, cette boucle qui s'enraye. Donc, comment ça se passe concrètement quand on a la volonté d'exécuter un geste? On a d'abord multiples afférences extéroceptives qui vont se mettre en place, c'est-à-dire si par exemple je prends ce verre d'eau ici, là, et que je décide d'attraper ce verre d'eau avec ma main droite, j'ai déjà pas mal d'afférences extéroceptives qui vont arriver, c'est-à-dire le positionnement, la forme du verre, le positionnement, la distance à laquelle je me trouve, le poids qu'il a l'air de faire, et je vais déjà avoir une modélisation de toutes ces afférences-là au niveau du cortex pariétal. Donc cortex pariétal à ce niveau-là. Le cortex pariétal qui alors va ébaucher, va déjà synthétiser ça et puis va faire une première ébauche de mouvement, et en parallèle, ce cortex pariétal va recevoir les afférences proprioceptives qui, elles, vont faire biais par le thalamus, donc thalamus situé à ce niveau-là. Les afférences proprioceptives, c'est-à-dire le fait que je perçois que mon épaule est située à telle distance de ce verre d'eau, qu'il va falloir potentiellement que je la mobilise dans tel et tel mouvement de manière à arriver à attraper ce verre d'eau ici. Donc le cortex pariétal synthétise l'ensemble de ces afférences, à la fois proprioceptives personnelles en quelque sorte, et puis extéroceptives sur le geste à exécuter. Il va il synthétise ces informations-là et il les transmet au niveau du cortex préfrontal et du cortex frontal, donc à ce niveau-là, qui lui va émettre un premier brouillon, on va dire, du mouvement, c'est-à-dire grosso modo vers, bras, coordonnées, vers avec bras. Il va falloir que j'ai une motricité au niveau de mon épaule, de mon coude, de ma main, et avec un ajustement et stabilisation au niveau de mon poignet. Ce brouillon va être soumis en relecture au niveau des ganglions de la base et du thalamus. Si le ganglion de la base et le thalamus considèrent que cette gestuelle est adaptée, qu'elle ne met pas en péril la sécurité, ils vont passer à la phase d'exécution au niveau des aires motrices supplémentaires, des aires prémotrices, qui elles vont vraiment affiner en termes d'intensité, en termes de vitesse, en termes de force, et lien en parallèle avec le cervelet sur l'ajustement moteur. On voit au niveau ensuite du cortex moteur primaire qui va envoyer l'ensemble du programme moteur, l'ensemble de toutes les informations dans sa phase d'exécution au niveau du tronc cérébral et ensuite de la moelle épinière pour arriver aux motoneurones musculaires. En parallèle de ça, il va y avoir en permanence les ajustements moteurs qui font que si finalement ce verre est plus lourd que ce qui était prévu, je vais avoir en permanence cette boucle qui va s'activer
en quelques millièmes de seconde, de manière à ajuster ma commande motrice. En revanche, si là, au niveau de ce thalamus, lui, il reçoit des afférences proprioceptives comme quoi, en fait, il s'avère que ce bras droit, il est immobilisé par exemple dans une écharpe parce que j'ai une fracture du bras ou parce que j'ai fait un AVC et que j'ai un diastasis glénoméral et qu'on a décidé de m'immobiliser dans une écharpe. Je ne rentrerai pas dans les débats de la justification de l'immobilisation ou pas, mais voilà. Donc j'ai le bras qui est immobilisé et donc lui reçoit comme info non, pas possible d'exécuter ce geste-là puisque le bras est immobilisé, donc pas possible de l'attraper avec la main droite. Et donc, en fait, tout l'ébauche de mouvement qui a été créé par le cortex frontal et préfrontal, il est réfuté parce que lui, il a comme afférence, comme quoi ça n'est pas possible. Donc, on ne passe pas là du tout à la phase d'exécution. Et c'est retour à la case départ avec réajustement au niveau du cortex pariétal. Le seul souci, c'est que des fois, mon thalamus, il n'a pas fait la mise à jour. Il n'a pas fait la mise à jour, c'est-à-dire qu'en soi, cette immobilisation, je ne l'ai plus. J'ai récupéré de ma fracture d'épaule, j'ai plus ce diastasis glénoméral, je n'ai plus de douleur au niveau de mon épaule qui font que les mouvements avaient du mal à s'exécuter. En général, on évite de bouger là où ça fait mal. Mais sauf que lui, il n'a pas fait la mise à jour et dans ces cas-là, il va quand même bloquer l'exécution du mouvement. On est vraiment sur un phénomène à ce moment-là d'inhibition motrice d'origine centrale. D'où l'intérêt en permanence de ce lien entre proprioception, réajustement moteur, c'est-à-dire qu'au niveau des patients, ce qui va être intéressant, c'est en permanence de les faire travailler sur où est-ce que ça travaille, où est-ce que vous sentez que ça travaille. Ok, là, on n'est pas juste sur s'installer, on est en permanence sur activer cette boucle entre commande motrice et proprioception. En termes de prise en charge, alors juste petite précision, là le thalamus, je fais la petite précision à ce moment-là, vous allez voir que ça va nous intéresser pour après. Le thalamus, lui, il transmet les infos par système d'impulsion électrique et les impulsions électriques sont des ondes alpha au niveau du thalamus. Voilà. Donc notre douanier, lui, il fonctionne sur des ondes dites alpha. Ok. En termes de prise en charge par rapport à la spasticité, l'objectif à chaque fois est d'augmenter une commande motrice, donc une fonction motrice, en réduisant la spasticité segmentaire. Et la spasticité est le seul symptôme, comme je vous l'ai dit, du syndrome pyramidal pour lequel des traitements sont proposés. Donc, en termes de rééducation, on a les étirements, posture et la vibration musculaire segmentaire qui est de plus en plus décrit comme un outil qui permet d'aider à cette régulation de spasticité focale chez les patients post-AVC, avec des stimuli vibratoires de basse amplitude, haute fréquence, qui sont administrés à des muscles spécifiques. Ce qui permet d'avoir de fortes entrées en fait sur la base proprioceptive encore, avec en activant le fuseau musculaire, puis la fibre 1A, celle qui fait l'inhibition, jusqu'au thalamus. Donc là, en fait, on est vraiment sur encore en lien avec cette proprioception et du coup, ce thalamus est derrière de forcer la régulation de la spasticité. Sur le plan médicamenteux, on a tout ce qui concerne les médicaments dits oraux. La plupart du temps, c'est le baclofène. La mise en place de pompes à baclofène, pompes à lioresal. On a également l'utilisation de la toxine botulinique et traitement prise en charge chirurgicale direct avec des neurolyses, neurotomies, donc directement sur l'influx neurologique qui va générer la spasticité. Et conséquences dites indirectes, chirurgie indirecte apparemment, qui va être plutôt sur les conséquences, c'est-à-dire plutôt en lien avec les rétractions ostéotendineuses qui vont être présentes, comme par exemple les ténotomies.
Donc, sur les questions, je vois que il commence à y en avoir un petit peu. Je prendrai le temps d'y répondre à la fin de la présentation parce qu'il est possible qu'il y ait déjà certaines réponses qui vous soient apportées au fur et à mesure. Et du coup, à la fin de la présentation, on reprendra bien tranquillement toutes vos questions de manière à voir si soit ça a répondu par la présentation, soit effectivement, il faudra un complément. Donc ça, voilà, c'est les différentes techniques qui existent déjà. Et puis là, moi, je vais vous parler d'une technique qui utilise de l'imagerie motrice et de la proprioception, ou ce qu'on appelle de la reprogrammation neuromotrice. Reprogrammation neuromotrice, alors, autrement que la reprogrammation neuromotrice qu'on peut voir actuellement, qui fleurit pas mal, entre autres sur les réseaux, concernant l'utilisation d'élastiques, l'utilisation effectivement de proprioception. Là, on va être sur la reprogrammation neuromotrice d'origine centrale et non pas périphérique, et qui a été développée justement par la société Aliane. Donc, on est sur un procédé qui est neurophysiologique, qui permet la modification, la correction ou l'acquisition d'un automatisme moteur de façon rapide et durable, avec comme objectif d'intervenir sur la genèse des stratégies d'action motrice, c'est-à-dire d'intervenir sur la partie centrale. Cette méthode, elle se base sur la plasticité cérébrale, c'est-à-dire, je vous rappelle, la plasticité, c'est l'aptitude des neurones à se transformer pour s'adapter à des modifications de leur environnement ou des changements internes à l'organisme. On part sur un système de trépied qui va associer de la proprioception, travail de sensation proprioceptive, imagerie mentale et son de basse fréquence. Et l'enjeu en fait des séances de reprogrammation neuromotrice qui vont être mises en place à ce moment-là, ça va être de comprendre le schéma moteur du patient de manière à le modifier en utilisant effectivement ce système de trépied. Donc, comment ça marche? Comment est-ce qu'on fonctionne? On commence sur la partie proprioception, donc par un bilan moteur classique, avec cette évaluation du tonus par l'échelle d'Ashworth ou l'échelle de LD-2 que je vous ai montré tout à l'heure, et également la motricité volontaire, automatique et fonctionnelle. Donc tout le bilan moteur qui est à la fois sur la partie tonus, spasticité pour l'interrogation, flaccidité, tonus normal, et puis également après sur la partie motricité, donc volontaire dans l'exécution gestuelle, automatique, tout ce qui concerne les réflexes et la posture, et fonctionnel, tout ce qui concerne les schémas de préhension et schémas de déplacement ou marche. L'intérêt de ce travail proprioceptif a été plutôt bien établi. On a entre autres des études récentes sur l'équipe de Courtine, donc Courtine sur le secteur de Genève, dans la stimulation de la locomotion chez le blessé médulaire, qui ont permis de mettre en évidence dans ces travaux qu'il était nécessaire de préserver les informations proprioceptives afin de faciliter la marche avec la stimulation électrique de la moelle épinière. Et qu'en parallèle, la stimulation spatio-temporelle contribuait à atténuer l'annulation des informations proprioceptives, ce qui permettait du coup de contrôler fermement l'activité de ce motoneurone et de cette boucle de spasticité. D'autre part, il a également été démontré que la non-utilisation d'un membre par un temps donné entraîne une modification des affluences neurocorticales. Vous vous souvenez, dans la plasticité, il y a cette notion de disparition de cellules par non-utilisation, non-sollicitation. Et qu'en fait, le cortex moteur primaire contralatéral est dans ce cas-là remodelé avec une diminution des influences inhibitrices homolatérales, alors qu'au contraire, on observe une augmentation de l'excitabilité du cortex moteur primaire contralatéral. Donc en fait, le maintien d'un stimuli entrant, proprioceptif dynamique, par exemple sur un bras immobilisé, par le biais par exemple de vibrations, par le biais d'informations proprioceptives, empêche le déséquilibre hémisphérique qui va se mettre en place spontanément par non-utilisation à court terme de certains membres. C'est-à-dire que dans les suites d'un AVC, typiquement, on a un déséquilibre hémisphérique qui se fait, 1, par la lésion neurologique, 2, par cette notion d'inhibition motrice, par non-utilisation du côté hémiplégique, qui fait qu'il n'y a pas le retour d'informations proprioceptives et où, du coup, sur le plan cortical, on a un déséquilibre au niveau des différents hémisphères, des deux hémisphères. Donc là, l'objectif sur ce travail proprioceptif dans la spasticité, ça va être de faire ressentir dans le mouvement l'élasticité musculaire qui se met en place
de vraiment percevoir à quel moment elle se met en place, quelle perception on a en termes de sensation d'étirement, si on est plutôt sur un étirement qui est plutôt élastique ou si on est plutôt quelque chose qui est tendu un peu comme un ressort, un peu comme un tendeur, avec à la fois dans une approche à la fois analytique, isolée sur juste l'étirement du muscle en question, et en même temps fonctionnel, dans le schéma fonctionnel, comment ça se passe dans l'exécution du geste, de vraiment percevoir toutes ces sensations proprioceptives du muscle spastique. Derrière, ces sensations proprioceptives, on va les intégrer en imagerie mentale. L'intérêt de l'imagerie mentale, c'est que déjà, alors pour le coup, on a quand même pas mal de travaux qui ont été établis sur l'imagerie mentale. Sur le fait que, alors, le cerveau, il sait faire la différence entre le moment où on imagine un mouvement et le moment où on le réalise réellement. Mais il n'empêche que sur le plan cérébral, on a ce qu'on appelle une équivalence corticale. C'est-à-dire que là, on est sur un stimuli, juste un stimuli, et on voit que ça active certaines zones du cerveau, ici en jaune. Là, en turquoise, c'est quand on imagine le mouvement et la représentation des zones qui sont activées quand on imagine un mouvement. Et là, quand on effectue ce mouvement réellement, en violet, les zones qui sont activées. Donc, stimuli vibratoires proprioceptifs, mouvement imaginé, et là, mouvement réellement réalisé. Et en fait, vous voyez qu'au niveau des aires, donc à chaque fois sur toujours le même mouvement, bien évidemment, au niveau des zones corticales qui sont activées, on a une superposition qui n'est pas parfaite, mais qui est quand même relativement intéressante, qui est synthétisée ici sur cette ligne-là, puisque sur cette ligne-là apparaît en bleu les zones qui sont superposables en termes de mouvements réellement exécutés et mouvements imaginés. Donc, on a en fait une équivalence corticale, c'est-à-dire que le fait d'imaginer un mouvement va activer les mêmes zones corticales que quand on effectue le mouvement pour de vrai. On a également une équivalence neurovégétative, c'est-à-dire en termes de modification du rythme cardiaque et du tout le système neurovégétatif. Et après, on a des effets intéressants dans l'imagerie mentale en termes de performance. Donc en termes de performance, là que je retrouve, voilà. Donc cette étude-là avait été faite sur des pianistes. C'est ça. Avait été faite sur des pianistes et montrait que en fait 10 heures de travail physique, donc d'entraînement au piano, équivalait à 2 heures de travail physique plus travail en imagerie mentale. Donc en fait, il y avait un gain de temps. Sur cette étude-là, vous voyez qu'on est quand même sur des études qui ont déjà quelques années, donc l'imagerie mentale est quand même bien développée depuis de nombreuses années dans ce domaine-là. Donc sur cette étude-là de 92, avec évaluation de la force maximale volontaire, et ils ont constaté une augmentation, une amélioration de 30% de cette force maximale volontaire par un travail en imagerie mentale. Et enfin, les dernières études plus récentes se sont attachées à savoir quel type d'imagerie mentale. Donc là, on parle bien d'une imagerie mentale et plus spécifiquement d'une imagerie motrice. Donc l'imagerie mentale, l'imagerie motrice, c'est le fait d'imaginer un mouvement. Là, ils se sont attachés à savoir sous quelle afférence sensorielle, en fait, il était plus pertinent d'imaginer tel ou tel mouvement. Et ils ont évalué en termes d'afférence sensorielle le visuel, c'est-à-dire le fait de voir un mouvement, de l'imaginer visuellement, donc visuellement, soit en revoyant par exemple un film filmé sur l'extérieur, donc à la troisième personne, c'est de l'imagerie mentale visuelle extrinsèque, soit de l'imagerie mentale visuelle intrinsèque, c'est-à-dire sur un film en caméra embarquée, et de visualiser dans ce cas-là le mouvement. Et en parallèle, ils ont regardé l'imagerie mentale dite kinesthésique proprioceptive, c'est-à-dire percevoir dans tel ou tel mouvement et imaginer le mouvement en termes pas que de mobilité visuelle, pas que d'information visuelle, mais imaginer le mouvement en termes de sensations proprioceptives, de contraction musculaire, de débattement articulaire, de prise d'appui tactile également au sol, par exemple. Bref, ils se sont rendus compte que, en tout cas,
pour un apprentissage moteur, l'imagerie mentale kinesthésique, donc sur toutes ces sensations proprioceptives, était plus performante que l'imagerie mentale visuelle seule. Et donc, c'est pour ça que là, l'idée, en fait, est d'utiliser ces sensations proprioceptives qu'on va modéliser en imagerie mentale de manière à affiner, à avoir une imagerie mentale une imagerie motrice qui va se baser sur des sensations proprioceptives. Bien sûr, on va utiliser également du visuel et potentiellement d'autres entrées sensorielles. Donc, cette dimension cognitive est quand même de plus en plus intégrée dans la réhabilitation des hémiplégies et dans les conséquences comme la spasticité. Avec cette utilisation d'imagerie motrice qui vise à maintenir en fait les affluences neurosensitives, essentiellement visuelles, mais également les performances motrices par un entraînement cortical, donc un entraînement cérébral, à l'image de ce qui est proposé aux sportifs. Donc, c'est des choses qui étaient largement étudiées dans le domaine du sport. Et là, en fait, dans le domaine de la rééducation et entre autres de la rééducation post-AVC, on se rend compte qu'il y a réellement des intérêts. Et d'ailleurs, l'imagerie motrice a été citée dans les dernières recommandations de l'HAS en juin dernier, en juin 2022. En parallèle, il y a également des études qui montrent que l'imagerie motrice de la marche a été comparée sur un versus relaxation musculaire par rapport à la spasticité, mais que l'imagerie motrice de la marche augmente la réhabilitation après un AVC aigu par rapport à juste un travail de relaxation musculaire en lien avec la spasticité. De même, chez les blessés médulaires, l'imagerie mentale de mouvements répétés a rendu possible est rendu possible par le fait que la représentation mentale permet d'augmenter les performances du patient dans la dextérité. Donc ça, c'est entre autres des études qui ont été faites par Sébastien Matteo, qui est kinésithérapeute et doctorant rattaché aux HCL de Lyon. Permet d'augmenter les performances du patient dans la dextérité, en termes de trajectoire de mouvement, de temps d'exécution, de capacité de saisie, ainsi que dans sa force musculaire. Donc l'imagerie mentale permet à la fois de réduire l'activité cérébrale anormalement accrue d'un côté, donc en lien avec les phénomènes spastiques, et également de stimuler les commandes motrices par recrutement et synchronisation des motoneurones. Donc voilà pourquoi il est intéressant d'utiliser cette imagerie mentale en lien avec du coup la proprioception, imagerie mentale kinesthésique, mais également d'autres afférences sensorielles. Et en parallèle, le troisième point de notre trépied, c'est l'utilisation de sons de basse fréquence. Où là, l'idée est en fait d'utiliser une entrée auditive pour modifier le rythme d'activité cérébrale et passer en mode alpha. Mode alpha, bizarrement, qui est, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit le thalamus, lui, transmet l'exécution en onde alpha dans l'exécution d'un geste, d'un mouvement. Et en même temps, vous avez vu que c'est ce thalamus et ces ganglions de la base qui font un peu l'éloigner par ces relais d'information proprioceptive. Donc là, l'objectif est d'utiliser cette entrée auditive pour modifier effectivement l'activité cérébrale avec utilisation de différents sons, des sons qui sont dits pulsés, des sons qui sont dits associés. On est sur un dispositif médical qui a été breveté. Et l'objectif est donc de passer en mode alpha. Je vous ai dit par rapport au thalamus, et surtout on sait qu'en fait ces ondes alpha ont un rôle clé du coup dans la filtration de l'information par les neurones en lien avec le thalamus justement, parce qu'elles vont permettre de focaliser l'attention sur certaines activités au détriment du reste de tout ce qui va se passer autour. Elles vont permettre d'inhiber l'excitabilité d'une certaine population de neurones pour permettre l'hyperexcitabilité d'autres régions. En gros, ça revient à être hyper concentré en quelque sorte sur un sujet bien précis. Et donc en fait, on se retrouve avec un patient qui est dans une forme un peu d'état d'hypovigilance. Donc on n'est pas sur de phénomène d'hypnose, même si on s'en rapproche. L'hypnose, entre autres l'hypnose d'anesthésie, descend beaucoup plus bas. Donc quand on parle d'ondes alpha, on est sur des rythmes cérébraux à l'EEG. Rythmes cérébraux où en état d'éveil, vous êtes sur un rythme qui est dit bêta. Sur cet état alpha, vous le retrouvez spontanément, vous arrivez à vous remettre vous dans cet état de alpha qu'on retrouve par les formes de méditation. C'est cet état que vous allez retrouver également en pré-sommeil, quand vous vous apprêtez à vous endormir mais que vous ne dormez pas encore. On est sur ce mode alpha et c'est ce mode-là qui permet en fait toutes les phases d'apprentissage.
Et dans l'hypnose d'anesthésie, on descend encore plus bas puisqu'on passe en mode delta. Alors, petit exemple de cas clinique. Donc là, on est sur un test en fait de spasticité au niveau des gastrocnémiens et du solaire. Hop. Voilà. Donc, test de la spasticité sur les gastrocnémiens, évaluation à l'échelle d'Ashworth à 1 plus 2, hein, 1 plus, voire limite 2 sur l'Ashworth modifié. Vous voyez bien avec cette accroche qui est nette, cette résistance sur la moitié de l'amplitude. On a exactement la même chose au niveau du solaire avec une petite trépidation elliptoïde. Et là, il est effectué donc une séance de reprogrammation neuromotrice en utilisant ce procédé à Liane, justement, avec un travail spécifique en excentrique sur le triceps sural en termes de perception proprioceptive. Et voilà les résultats immédiatement après la séance, que ce soit sur les gastrocnémiens et le solaire. Autre exemple de résultats cliniques, ça a été une étude observationnelle rétrospective d'une série de 22 patients en suite d'AVC, tous, qui présentaient une spasticité du triceps sural, et donc sur une prise en charge entre février et novembre 2018. On avait comme critère d'évaluation, critères qui étaient recueillis en routine, sur une évaluation de spasticité à T0 avant la séance et immédiatement à T1 après la prise en charge. Donc ça a été fait sur l'ensemble des patients en utilisant l'échelle d'Ashworth modifiée. Et on a ensuite une évaluation à 1 mois, donc un T2, qui a été fait pour 10 d'entre eux, puisque c'est ceux qu'on a réussi à revoir. Et donc, ça a été publié effectivement dans le kiné scientifique ici. Donc là, en fait, ce qui est constaté, c'est que là, donc ici en orange, vous avez l'évaluation de la spasticité des gastrocnémiens avec le score Ashworth avant-après, et surtout sur l'évaluation en fait. Et en bleu, c'est la spasticité du solaire. Et en fait, là, la variation qui est présentée, c'est le nombre de points descendu au score Ashworth sur cette évaluation avant-après entre T0 et T1. Donc on voit qu'on a quand même massivement une perte de moins 1 point ici, avec quand même, ça peut aller pour certains jusqu'à moins 3 points. Donc avec une moyenne qui est à moins 1,41 points sur l'échelle d'Ashworth en avant-après séance. Et là, sur l'évaluation à T2, donc à 1 mois, évaluation sur les gastrocnémiens, donc 87,5% a été maintenu sur le résultat obtenu en post-séance à 1 mois, régression pour 12% d'entre eux, et sur le solaire, maintenu à 60%, une amélioration même constatée à 10%, donc ça a été effectivement par la modification dans le schéma fonctionnel. Donc, ce qui nous fait effectivement un maintien des résultats obtenus en fin de séance à maintien à 70% à 1 mois post-séance. Et au sens plus large, là c'est plutôt l'exemple d'un patient qui a été suivi sur 18 mois sur son schéma de marche avec un travail axé sur le tonus postural et la fonction motrice du membre inférieur. Prise en charge à la fois en kiné et avec une reprogrammation neuromotrice une fois toutes les 6 semaines en complément de sa prise en charge habituelle. Et donc là, évaluation du coup sur les tests de marche, sur la longueur d'enjambée où on voit une progression ici, sur la phase avec canne. Et en fait là, on a une rupture parce qu'on est en avril 2019 à un passage sans canne et du coup augmentation encore de la longueur d'enjambée à ce moment-là. Les reprogrammations neuromotrices qui ont été effectuées sont faites à la fois sur la partie tonus postural, à la fois sur la partie spasticité. Et là, voilà, vous avez la même chose sur la vitesse de marche, donc corrélation qu'on retrouve ici avec la longueur d'enjambée, avec à chaque fois sur ce point de rupture ici l'acquisition de l'équilibre unipodal qui a permis de passer au travail sans canne.
Donc, bon, sur cette reprogrammation neuromotrice, on va dire un peu spécifique, imagerie mentale, son basse fréquence, proprioception. Les limites sont surtout dans le cadre neurologique, les capacités cognitives qui vont être très dégradées, les patients qui vont être hyperalgiques, les atteintes mécaniques évidemment, et potentiellement la surdité complète qui va imposer des limites en fait sur la partie cognitive, puisque enfin non pas sur la partie cognitive, puisque les sons de basse fréquence vont être difficiles à être perçus à ce moment-là. C'est vrai qu'après, on peut, dans les limites, se poser la question si notre patient... alors, hop, je reviens, pardon, excusez-moi. Donc, l'objectif, justement, de ce travail d'imagerie mentale, c'est qu'avec la plasticité cérébrale, les réseaux de neurones sont sollicités mentalement et qui pourraient se restructurer pour obtenir un meilleur recrutement au niveau des unités motrices et améliorer leur synchronisation. Donc, un peu comme la pratique physique, on peut avoir une forme d'entraînement mental qui va donc jouer sur à la fois la plasticité cérébrale et à la fois la plasticité dite anatomique, c'est-à-dire qu'en fait, par cet entraînement mental, vous allez en permanence utiliser les connexions synaptiques existantes, et du coup, en permanence, activer ces boucles proprioceptives présentes. Et donc, il y a vraiment cette notion d'entraînement mental qui va permettre de jouer sur ces deux types de plasticité, à la fois synaptique par ce travail des connexions directement, et la plasticité dite anatomique ou cérébrale, dans le but d'améliorer effectivement les recrutements d'unités motrices et la synchronisation de celles-ci. Après, c'est vrai que dans les limites dont j'ai parlé là, on peut aussi se poser la question, oui, mais est-ce que mon patient il est bon ou mauvais imageur? Donc pour ça, on a différents tests qui existent, qui ont été détaillés dans la littérature, que ce soit des tests de chronométrie, des tests de ce qu'on appelle rotation mentale. Donc les tests de rotation mentale, on présente des images dans des images de membres dans différentes positions. L'objectif est de définir rapidement si on est sur un membre droit ou gauche. Et l'échelle Kavik 20 qui va tester sur différentes positions. Il y a 10 items en fait, de position corporelle, comme l'extension de la tête par exemple, avec une position de départ. On effectue le mouvement réellement. Et ensuite, on va s'imaginer en train d'exécuter le mouvement. Et il va falloir coter de 1 à 5 la clarté de l'image sur la partie visuelle et l'intensité des sensations sur la partie kinesthésique. C'est vrai que, en revanche, donc savoir si notre patient est bon ou mauvais imageur, c'est intéressant. Après, ça va être surtout intéressant si on rentre dans un système de protocole d'études de manière à avoir une uniformité de patients. Après, un patient dit mauvais imageur peut, dans l'absolu, dans un premier temps, déjà apprendre les techniques d'imagerie de manière à pouvoir les utiliser. Et dans ces cas-là, il n'y a pas spécialement de limite à l'utilisation d'imagerie mentale. Les limites, on en a une concernant les atteintes neurologiques. C'est quand on a une lésion cérébrale qui va altérer, pour le coup, d'un point de vue, on va dire, mécanique, les capacités d'imagerie mentale. Ces lésions-là concernent en fait les atteintes préfrontales latérales gauche, ou alors en cas d'atteinte du lobe pariétal. Les capacités du coup d'image mentale sont altérées dans ces cas-là, et effectivement les séquences temporelles sont un peu désorganisées. Donc ça va être dans ces limites, donc c'est sur ces AVC qui vont concerner effectivement des lésions préfrontales latérales gauche ou lobe pariétal. Pour le reste, bon ou mauvais majeur, uniformité de patient pour un travail effectivement dans le cadre d'une étude randomisée, ou alors apprentissage des techniques d'imagerie. L'imagerie mentale, il y a quand même certains prérequis, pareil, qui ont été décrits dans la littérature, sur les 5 étapes de Brown, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend à ce patient-là à l'utiliser. Donc, l'idéal, évaluer les capacités du patient, expliquer la nature du traitement, enseigner la technique d'imagerie, intégrer le traitement dans la prise en charge. Donc, on est vraiment sur quelque chose qu'on essaye d'inclure dans la prise en charge en rééducation. Et objectif derrière, autogénérer son propre traitement par rapport au patient, c'est-à-dire en auto-rééducation. Et il y a après toute la pratique clinique, on va dire, sur la partie environnementale,
en termes de vocabulaire à utiliser, d'être dans un environnement qui est plutôt calme, la notion d'apprentissage, la notion émotionnelle qui va être liée, et puis les différentes perspectives qui vont être à la fois externes ou alors internes directement. Donc, si on reprend au sens large, imagerie mentale, vraiment intérêt à utiliser en rééducation neurologique, fait partie des dernières recommandations. Cette notion de reprogrammation neuromotrice un peu spécifique s'adresse en fait à une très large majorité de patients, que ce soit à la fois en neuro, donc sur tout ce qui concerne régulation de spasticité, justement apprendre à repousser ce seuil de spasticité le plus tard possible. Bien évidemment, sur tout ce qui concerne récupération motrice, schéma syncinétique. Il y a également, vous en doutez bien que s'il y a ces applications-là en neuro, il y a ces possibilités très facilement en orthotraumato, et puis également dans le sport. L'idéal, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui va être complémentaire. Vous avez vu dans la petite étude qui a été faite sur le suivi d'un patient sur 18 mois, on est sur quelque chose qui va être complémentaire de manière à potentialiser une prise en charge de la spasticité. On n'est pas sur un truc unique. On n'est pas sur quelque chose de restrictif. L'objectif, c'est vraiment d'aborder le patient et surtout de mettre une corde à son arc, on va dire, supplémentaire, de manière à pouvoir faire avancer les patients le plus loin possible. Donc voilà, l'idée, je vous invite dans tous les cas à réfléchir, à se documenter sur ce travail d'imagerie motrice, sur cette partie proprioception, et vraiment sur les liens qu'il y a entre les deux, et du coup sur les possibilités qu'on a de travailler et de progresser et de faire progresser nos patients dans les suites d'une atteinte neurologique entre autres, et dans une régulation des phénomènes spastiques. Voilà, je vais du coup pouvoir répondre à vos questions. Je crois qu'il y en a déjà quelques-unes. Alors. Hop. Alors, question sur les techniques manuelles pour réveiller ou stimuler les muscles avec une cotation à 1 des antagonistes des muscles dominants, à limiter la spasticité au cas où ces dernières finissent par se développer. Je reprends la question. Technique manuelle pour réveiller ou stimuler les muscles avec une cotation à 1 des antagonistes, ok, des muscles dominants. Effectivement, c'est la stimulation du coup neuromotrice. Donc, ce que vous avez en technique manuelle, alors, on a certaines choses qui sont décrites sur des principes parfois un petit peu plus anciens. Entre autres, je pense au principe de Bobat, effectivement, donc, qui est un petit peu décrit en France actuellement. Mais il y a toutes les techniques, effectivement, de friction, vibration sur le tendon, de percussion, alors gentiment, sur le corps du muscle. Et puis, derrière, en fait, ça va être surtout de bouger encore de manière à arriver à avoir un développement de la motricité et de ces muscles antagonistes. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, quelle est la durée de la vibration? Ah oui, d'accord. Donc ça, c'était sur l'utilisation des vibrations. Durée variable. Et alors là, très clairement, il faudrait que je relise les études en lien avec ça, de manière à effectivement voir quelle est la durée des vibrations tendineuses appliquées pour avoir quelque chose de plus net. Alors, une autre question au sujet des échelles d'évaluation. Alors, question sur les échelles d'évaluation. Laquelle conseillez-vous en pratique, malgré qu'elles soient toutes les deux? Je trouve thérapeute dépendant.
Et peut-on se baser sur des angles précis ou a-t-on plus de détails pour éviter ce biais, par exemple sur un biceps thoracique, début de course à 0,45 degrés, puis moyenne course à 45-110, etc. Alors, les échelles, donc toutes les deux sont des échelles dites validées, c'est-à-dire que oui, elles sont entre guillemets thérapeute dépendant, quoique à partir du moment où on est sur une échelle validée, ça signifie que elles ont été validées sur le plan international en termes de validées de reproduction inter et intra-examinateur. Donc, dans l'absolu, ça signifie que effectivement, il y a, on peut utiliser n'importe quelle échelle. Moi, c'est vrai que d'une manière générale, j'utilise plutôt celle d'Ashworth pour une raison aussi qui est très simple, c'est que je suis d'un point de vue très terre à terre habituée à celle-là et que surtout, sur le bassin lyonnais, en fait, les hôpitaux et les médecins utilisent l'échelle d'Ashworth. Et l'idée est d'être sur le même langage de communication. Donc, on va dire que sur la région lyonnaise, globalement, c'est surtout l'échelle d'Ashworth modifiée qui est utilisée. Voilà. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à la question. Ensuite, il y en a d'autres. Alors, que je les trouve, elles sont. Hop. Alors, autre question sur le bilan moteur. Le bilan moteur, si j'ai bien compris, on commence par une évaluation de la spasticité, ou en termes d'évaluation des préhensions du fonctionnel, on a également des tableaux échelles sur lesquels on peut se baser, un peu comme le PASS. Oui. Oui, donc dans le bilan moteur, c'est vrai qu'en euros, il est assez gros. On a à la fois la partie motricité tonus, donc sur la partie en fait, l'ensemble va constituer le bilan moteur. C'est pour ça qu'on ne parle pas de bilan musculaire. Donc, on a à la fois la partie tonus avec donc, cette évaluation de la spasticité ou de la flaccidité, enfin, en tout cas d'une altération, d'une modification du tonus, échelle de spasticité effectivement que je vous ai indiqué. On a à la fois ensuite bilan de la commande volontaire. De la commande volontaire, en général, c'est elle des pyrodécéléniques qui est utilisée. C'est à peu près la même cotation que celle du testing, grosso modo, mais sauf qu'au lieu d'être sur une cotation muscle par muscle, on est plutôt sur une cotation par fonction. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on va plutôt évaluer la flexion de hanche et on ne va pas forcément évaluer le psoas en dissociation du sartorius. Voilà. Et après, sur le plan fonctionnel, alors là, vous en avez, il y en a pas mal, effectivement. Vous avez la passe qui peut être intéressante. Dans toutes les échelles d'évaluation de préhension, il y en a beaucoup qui sont utilisées avec les tests des cubes. Là, vous en avez énormément. Après, à vous de voir, toujours pareil, quels sont les langages utilisés sur votre région. De manière à avoir aussi des échelles qui soient pertinentes en termes de communication avec vos pairs, quoi. Alors, des vidéos de la séance. Alors, de la séance en question, là, je suppose que c'est sur la. Alors, non, sachant que là, en plus, on a. Enfin, oui, potentiellement, on en a, mais on n'a pas forcément les autorisations pour diffuser le temps de la séance. Donc, après, vraiment, pour avoir plus d'informations sur le déroulé de séance, je vous invite effectivement à contacter directement Aliane pour savoir comment ça se passe. Avec eux pour vraiment avoir plus d'informations sur le déroulé de séance ou éventuellement il y a des praticiens qui sont présents un peu sur toute la France. Voilà. Bon, là, la carte n'est pas mise à jour parce qu'entre-temps, il y en a bien plus que ça. Vous allez en fait sur le site Aliane et vous avez le référencement des praticiens qui sont présents sur la France, l'Espagne. Il y en a même aussi qui sont sur l'Amérique latine. Et puis, vous pouvez voir si du coup vous avez un praticien qui est proche de chez vous et éventuellement voir s'il est possible dans ces cas-là d'assister à une séance. Vous contactez le praticien le plus proche de chez vous pour essayer de voir s'il est possible d'assister à une séance et avoir un peu une idée de ce que ça donne. Je pense que c'est éventuellement dans ce cas-là le plus simple. Alors, autre question. Alors, l'avantage.
l'avantage ou les objectifs de la vibration et des sons de basse fréquence. Alors là, on est sur deux techniques différentes, deux techniques de rééducation différentes. C'est qu'il y a la partie vibration qui effectivement est décrite dans la prise en charge de la spasticité, et l'utilisation des sons de basse fréquence, c'est uniquement sur cette reprogrammation neuromotrice qui est proposée par la société Aliane. Et où du coup, il y a, voilà, donc d'un côté, il y a la partie vibration. Donc, avantage, effectivement, je vous invite dans ce cas-là à lire les articles qui sont en lien sur les répercussions sur la spasticité d'utiliser effectivement cet effet vibratoire. Et en parallèle, il y a effectivement une autre technique qui est ce qu'on appelle la méthode Aliane, la méthode de reprogrammation neuromotrice, qui utilise entre autres dans son trépied des sons de basse fréquence, et où je vous ai expliqué, associé à la proprioception, associé à l'imagerie mentale, et où là, effectivement, les résultats, c'est ceux que je vous ai indiqués, une diminution moyenne de moins 1,41 points sur l'échelle d'Ashworth, et maintenue à 70%, pour 70% des cas à un mois. Est-ce que le travail sur la spasticité via la reprogrammation neuromotrice peut réduire un flessum de genou, ou bien il s'agit d'une rétraction mécanique dans le cadre d'une IMC paralysie cérébrale? Alors, pareil, flessum de genou, la question c'est est-ce qu'on est effectivement sur une atteinte mécanique, c'est-à-dire est-ce que le flessum est réductible partiellement ou pas? Et en fait, la limite, elle va être là. C'est-à-dire que les limites d'Aliane, elles sont sur les atteintes dites mécaniques. Donc, si on est sur une rétraction musculaire vraie, effectivement, Aliane ne pourra pas agir. C'est-à-dire qu'on est sur une spasticité sur l'échelle d'Ashworth modifiée qui est à 4. Et où là, on est au stade de la rétraction musculaire. Est-ce qu'on est derrière sur un muscle qui est spastique, mais qui reste encore mobilisable, mais par contre, il y a une limite articulaire qui fait que d'un point de vue de l'articulation, d'un point de vue osseux, mécanique pure, on n'arrive pas à aller plus loin. Là, on est sur une limite et où Aliane n'a effectivement pas d'indication. En revanche, est-ce que dans la fonction, en fait, c'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a une différence entre la mobilisation passive et la mobilisation active? Est-ce que la mobilisation passive, on n'a rien qui limite ce flessum de genou? Est-ce qu'on arrive à obtenir l'extension complète d'un point de vue articulaire et d'un point de vue souplesse musculaire ou pas? Donc là, en l'occurrence, des ischio-jambiers. Donc là, en fait, c'est ça, l'idée, c'est d'avoir... dans ce cas-là, d'avoir un bilan un peu précis, un peu affiné, pour voir ce qu'il est possible et voir si du coup, si on est sur une bonne indication par rapport à si la méthode Aliane est pertinente dans ce cas-là. Donc voilà, je ne sais pas si par rapport à la question sur IMC, ça répond. Quels sont les muscles qui irritent par la spasticité pour les membres supérieurs et inférieurs? Alors, les muscles qui sont les plus touchés. Alors, quand on est sur de la spasticité post-AVC ou sclérose en plaques, globalement, on est plutôt sur une spasticité au niveau du membre supérieur qui va concerner le grand pectoral avec un enroulement au niveau de l'épaule, grand pectoral ici, avec biceps brachial, les muscles donc fléchisseurs de coude, pronation au niveau du coude, donc carré et pronateur, rond pronateur, fléchisseur du poignet, fléchisseur unaire, fléchisseur radial du carpe, et fléchisseur au niveau des doigts, court et long fléchisseur des doigts. Donc on est vraiment au niveau membre supérieur sur cette position-là. C'est des muscles qui vont être, on appelle ça les muscles volitionnels, c'est-à-dire les muscles de la fonction. En fait, le membre supérieur sert à ramener vers soi, et donc c'est ces muscles-là qui vont être touchés. Au niveau membre inférieur, on est plutôt sur la chaîne d'extension, donc tout ce qui va concerner plutôt grand fessier, quadriceps, adducteur, triceps sural. Ça, c'est une généralité. Il arrive aussi d'avoir des spasticités sur des schémas de triple flexion, entre autres chez certains blessés médulaires. Et dans le cadre de la neuropédiatrie, donc dans le cadre effectivement de la paralysie cérébrale et des sujets IMC, cette spasticité va se coupler en parallèle avec la croissance osseuse
et l'étirement musculo-ligamentaire qui doit se faire au fur et à mesure de la croissance osseuse, et où on se retrouve avec des schémas spastiques qui, au membre inférieur, vont plutôt concerner aussi le schéma en flexion, adduction, rotation interne. Donc voilà, il y a les généralités, on va dire, et puis après, il y a tous les autres cas. Voilà, donc muscles les plus touchés, c'est variable. Et enfin, dernière question, comment coupler la proprioception à une imagerie motrice? Un exemple. Alors, un exemple. Allez, un exemple sur un transfert de poids. Donc, transfert de poids, patient dans les barres parallèles, miroir en face, et apprentissage du transfert de poids sur le membre inférieur plégique. Proprioception, aller rechercher le retour d'information en termes de sensation de contraction musculaire, par exemple sur les muscles fessiers, les stabilisateurs latéraux de hanche, donc le moyen fessier, pour ne pas le citer, entre autres. Perception de stabilisation au niveau du genou, perception des appuis au niveau des pieds qui vont augmenter en termes d'appui, en termes d'augmentation de mise en charge. Est-ce qu'on est plutôt d'ailleurs sur une mise en charge qui est plutôt talon, plutôt orteil, plutôt médio-pied? Donc vraiment, c'est perception au niveau du transfert de poids, et là, on est vraiment sur la proprioception. En parallèle, vous allez avoir l'image visuelle qui va être effectivement avec le miroir, le feedback en quelque sorte, et où là, il va pouvoir percevoir son transfert de poids d'un côté ou de l'autre. Et à partir de là, en fait, vous pouvez créer une imagerie mentale, c'est-à-dire patient assis dans son fauteuil, retrouver en fait le souvenir en quelque sorte de toutes ces perceptions du transfert de poids, et du coup, travail en imagerie mentale là-dessus. Alors, je ne sais pas si ça répond à la proprioception. Alors, encore une autre question. Est-ce que la mobilisation passive rapide irrite la spasticité? Alors, le mot irrite n'est peut-être pas le mot le plus adéquat, si je puis me permettre. Alors, c'est vrai que pour tester la spasticité, on est sur de la mobilisation passive globalement rapide, afin de voir en fait effectivement cette réaction, ce réflexe d'étirement du muscle. Après, en soi, c'est pas parce qu'il y a de la mobilisation passive rapide que vous allez avoir une augmentation de la spasticité, dans le sens qu'elle va perdurer après. Mais effectivement, c'est par ça qu'on la teste. C'est aussi par ça qu'elle va apparaître plus facilement. Si on est sur la mobilisation lente, elle apparaît plus tardivement. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des mobilisations passives rapides, la spasticité va augmenter dans la durée. Voilà. Elle va augmenter sur l'instant de la mobilisation, en fait. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense que ça, on arrive quand même au bout. Ok. Alors, ok. Eh bien, écoutez, moi, si c'est tout bon pour vous, on va pouvoir du coup clôturer ce webinaire donc sur la prise en charge de la spasticité, sur la mise en point de ce que c'est, des différentes techniques qui existent, et puis du coup sur la présentation de cette imagerie mentale et proprioception. Je vous remercie pour votre intérêt et votre participation, et je vous invite à continuer à vous renseigner sur ces sujets-là. Merci à vous, bonne soirée.